Bonjour mes amis et bienvenue dans cette émission qui remplace Chaos Global. Nous sommes lundi de Pentecôte, Édouard est en déplacement cette semaine. Je vais vous parler du grand effondrement français qui arrive et qui devrait beaucoup plus vous inquiéter, je pense qu'il ne vous inquiète. Et je vais faire aujourd'hui une vidéo un peu désabusée sur non seulement la situation française, je vais évoquer les causes de cette situation, mais je vais aussi vous parler de la réaction des Français qui, moi, me semble extrêmement décevante face à la situation qui se profile et qui est, pour le moins, très inquiétante. Donc, on va faire une espèce de bilan de la situation. Je vais vous faire un bilan personnel de la situation française pour vous faire part de mon désarroi face à l'état de notre pays, face à la conscience qu'il en a et face aux ambitions que notre pays n'a plus de se redresser et face à son absence de volonté de vivre d'une certaine façon. Voilà, je vais vous parler de ça aujourd'hui. J'en parle avec un sourire relatif. Je sais que plein de gens disent, mais il faut faire des vidéos alarmistes avec des airs, tout va péter. Pour moi, ces techniques de présentation sont des techniques de manipulation. Si vous voulez regarder ma série Manipulation, où je montre par exemple comment la colère est régulièrement utilisée sur les réseaux sociaux pour pousser à l'action, pour pousser à l'achat d'un abonnement, dans ceci, dans cela. C'est la manipulation de base sur Internet qui, de mon point de vue, procède de l'avachissement. Hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser des grosses ficelles pour rendre les gens idiots, pour les priver de leur raisonnement, de leur rationalité, pour les mettre dans un état émotionnel où on va les pousser vers une action qu'on souhaite à l'avance. Je ne fais pas ça. Moi, je prends les choses, je prends les gens pour des gens intelligents. Je m'adresse à leur rationalité et je voudrais aujourd'hui rationnellement leur montrer le scénario de déclin accéléré dans lequel nous entrons. Et je voudrais souligner que la réaction de colère qui est « ah, c'est la faute de Macron, c'est la faute d'un tel, etc. » n'est pas le sujet. Alors bien entendu, c'est la faute de Macron, mais c'est aussi la faute à tout le monde, malheureusement. Le sujet, c'est pas de savoir sur qui repose la faute. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour enrayer la machine? Et je suis effaré, je ne le cache pas, de voir que aujourd'hui, une quantité colossale de Français se disent pour réparer, il suffit de revenir à la France des années 60, c'est-à-dire on bannit Internet, on bannit le traitement de texte et on recrée des postes de sténodactylo, et tout ça n'est pas réaliste. On se fait plaisir en se disant « ah, on n'a qu'à revenir au Conseil national de la résistance ». Tout ça sont des fantasmes, on va y venir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au fond, il n'y ait pas de vision d'avenir, il n'y ait pas de projet d'avenir en France. Il y a des plaintes, il y a de la nostalgie, il y a la recherche d'effets magiques. On sort de l'UE, on sort de ceci, on sort de cela, on reprend le contrôle des émissions monétaires et tout est réglé. Et en réalité, non, malheureusement, la situation est beaucoup plus compliquée que ça. Nous allons y venir. Alors, ce que je voudrais vous dire en introduction, c'est que donc cette vidéo est faite depuis le siège du courrier des stratèges à Abbeville, que parfois il y a des ruptures dans la connexion, donc ce n'est pas la peine de m'écrire d'un air méprisant, comme je le dis souvent. Vous n'avez qu'à vous acheter un micro, parfois. C'est la tiers-mondisation de la France, et bien, même dans des sous-préfectures, à 1h30 de Paris, il peut y avoir des ruptures dans les réseaux Internet et on doit composer avec. Voilà. Et donc, ce n'est pas la peine, si vous n'avez jamais fait de vidéo, si vous n'avez jamais fait de streaming, de me prendre pour un con, comme je vois plein de gens le faire, en m'expliquant, vous n'avez qu'à faire ci, vous n'avez qu'à faire ça. Voilà. Je suis dépendant des infrastructures françaises qui ne sont pas en très bon état. Voilà. Je vais entrer dans cette vidéo pour vous dire que tout est parti ce matin. J'ai été effaré en voyant sur le Financial Times. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon je ne vois plus près. Je suis presbyte. En une du Financial Times, je vous la reproduis ici.
Donc vous avez la une consacrée avec la photo consacrée à l'action de Trump à Los Angeles pour mater les rébellions contre les politiques migratoires extrêmement brutales qu'il mène. Au passage, là aussi, je trouve que Trump est en train de mener une expérimentation tout à fait intéressante pour les souverainistes qui disent qu'il n'y a qu'à virer tous les immigrés. Bah, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça. Si vous lisez le Financial Times, vous verrez qu'il y a beaucoup de grogne chez les restaurateurs, notamment les hôteliers américains qui ne s'en sortent plus sans main-d'œuvre immigrée. Et c'est ce qui nous arriverait si nous chassions les immigrés. Moi, quand je vais à Nice, je vois que l'essentiel, c'est 95% des hôtels et des restaurants de Nice, ville la plus ville de Paris. 95% des hôtels et des restaurants à Nice fonctionnent avec des immigrés. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il faut les virer tous. Bon, je ne suis pas sûr que beaucoup de Français de souche iront faire la plonge dans les restaurants pour les remplacer. Et je connais la diatribe. Si on paye 4 000 €, les Français, ils iront travailler, ils iront faire la plonge dans les restaurants. Moi, j'en suis pas sûr. Enfin, il faut redire que si on se met à payer 4 000 € un plongeur dans un restaurant pour qu'il accepte de travailler, eh bien, le prix à la carte va augmenter et vous vous plaindrez de l'inflation. Donc, on ne peut pas tout avoir dans la vie, malheureusement. Les salaires des salariés dans les entreprises, ils viennent du chiffre d'affaires. Et donc, si on doit augmenter les salaires, eh bien, on doit augmenter le chiffre d'affaires. Et donc, on augmente les prix. Il n'y a pas de secret. Bon. Je dis ça parce que je suis désabusé face à la courte vue de beaucoup de gens qui disent il n'y a qu'un faucon. Ils disent mais tu as compris que ce qui va se passer? Ah non, mais tu es un macroniste si tu dis ça. Non, je ne suis pas macroniste. Je dis ce qui se passe, c'est que moi-même, je suis chef d'entreprise. Si j'augmente les salaires, eh bien, il faut que j'augmente mon chiffre d'affaires, sinon on ne s'en sort pas. Et j'ai la chance d'être dans une entreprise qui n'est pas aussi ric-rac, si j'ose dire, qu'un restaurant ou un hôtel ou une boulangerie. Mais partout, si vous augmentez dans l'artisanat notamment les salaires des ouvriers, des employés, eh bien, vous devez augmenter vos prix, ça fait de l'inflation. Voilà, c'est comme ça, c'est mathématique. Et si vous créiez une entreprise un jour, eh bien vous vous apercevriez que c'est comme ça la vie et que c'est pas la peine d'inventer qu'il y a de l'argent caché sous les sabots des chevaux. Bon. Donc je reviens à mon sujet. Je vois donc la une du Financial Times avec une image des policiers de Trump déployés pour mater la rébellion contre les expulsions massives d'immigrés. Et juste à côté, je vois ce titre qui est Hedge Funds Circle Distressed French Private Equity Owned Companies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonds spéculatifs, les hedge funds, ce sont les fonds spéculatifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois les fonds vautours, font le siège des entreprises françaises en détresse, entreprises qui sont détenues par des fonds d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en France, moi je l'ai vu là aussi en tant que chef d'entreprise ces dernières années, j'ai vu les fonds d'investissement acheter à prix d'or des entreprises françaises à travers ce qu'on appelle des LBO, Leverage Buyout. Je vous passe les détails techniques parce que ça ne va pas intéresser grand monde, mais dans la pratique, le LBO, c'est une façon de racheter une entreprise. Voilà. Souvent, le LBO est lié à un MBO, Management Buyout, c'est-à-dire que très souvent, les fonds d'investissement, qui ne sont pas des fonds autour, les fonds d'investissement privés achètent une entreprise française ou étrangère, ou américaine si vous voulez, achètent une entreprise avec mettent des managers à leur tête qui font partie de l'actionnariat et le manager, on lui dit bah, tu dois avoir dégagé telle rentabilité dans 5 ans pour avoir ta prime qui peut être de 10 millions, 100 millions, 500 millions. Je passe les détails puisque les spécialistes savent que ce sont des enjeux souvent beaucoup plus politiques que techniques d'ailleurs. Et le camarade Éric Lombard en a donné la démonstration récemment en voulant fiscaliser les primes des managers qui sont intégrés dans LBO, ce qui a fait grogner un certain nombre de gens. C'est un sujet très technique, mais qui n'est pas inintéressant en soi, parce qu'il est au cœur du capitalisme français contemporain. Ce que je voudrais dire sur cet article du Financial Times en une, c'est qu'il alerte sur le fait que certaines entreprises, certaines grandes entreprises, moyennes entreprises françaises sont
en situation d'endettement qui est devenu critique parce qu'il n'y a plus assez de croissance et il y a une atonie générale de l'économie française en ce moment. Et donc, c'est le sujet. Donc, moi, j'ai vu des entreprises se faire acheter par des private equity funds, des private equity qui disent, bon, on met une entreprise, on achète 100 millions, alors qu'a priori, elle n'en vaut pas plus de 30. Les mecs arrivent, les Américains, ils ont beaucoup de liquidités, ils achètent 100 millions, et ils disent au management, ben voilà, dans 3 ans, 5 ans, il faut que vous ayez atteint tel chiffre d'affaires, telle rentabilité, tel bénéfice, etc. Sinon, on dégage. Et ces calculs-là ont été faits avant le Covid, très souvent, avec donc une perspective de croissance des taux d'intérêt faibles. Depuis, la Banque centrale européenne a augmenté ses taux d'intérêt. Il y a eu le Covid, la situation est compliquée. La croissance est faible en France. Je sais que plein de gens ne veulent pas en entendre parler, mais elle est faible parce qu'il y a trop d'impôts, trop de normes, trop de fonctionnaires qui imposent une réglementation totalement délirante. Et donc, eh bien, les entreprises françaises, elles se font couper les pattes, si j'ose dire, et il n'y a plus de croissance économique, il n'y a plus de perspective positive en France. Je vais faire sans doute une série sur l'inflation normative qui pose des problèmes majeurs aux entreprises en France et qui les empêche même d'exporter aujourd'hui, donc qui les tue petit à petit. On va faire des séries là-dessus. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans cet univers où, avant 2020, avant le Covid, des fonds américains ont acheté à prix d'or des entreprises sur une promesse de croissance et que cette promesse aujourd'hui n'est pas tenue. Et donc, un certain nombre de private equity disent, bah, nous, on va reprendre nos billes, on va aller voir ailleurs. Et ça fait le jeu des fonds vautours qui se disent, on va pouvoir racheter pour pas cher des entreprises et nous, on va leur faire gagner de l'argent. Et on sait comment les fonds spéculatifs font gagner de l'argent aux entreprises qu'ils achètent. C'est assez simple. Les fonds spéculatifs, ils vendent à la découpe ensuite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils disent on achète une entité et on jette à la poubelle tout ce qui ne marche pas, on ne garde que ce qui gagne de l'argent. Et pour faire gagner encore plus d'argent à ces entreprises, eh bien, on va tailler dans les effectifs, on va imposer d'autres techniques de production, on va industrialiser, on va parfois, d'une façon ou d'une autre, automatiser, on va restructurer, comme on dit. Bon. Ça, c'est pas très bon signe, parce que les entreprises qui ont été en France rachetées par des private equity sont des entreprises, je le redis, souvent des grandes entreprises ou des entreprises de taille moyenne qui avaient 150, 200 salariés, des ETI, comme on dit, des entreprises de taille intermédiaire. Et la situation que nous vivons, on va approfondir, elle montre qu'aujourd'hui, il y a un sujet de fragilité sur nos entreprises de taille intermédiaire. Je vais vous le montrer avec un autre graphique. Il faut que je le retrouve. Ça devrait se faire. J'ai trouvé un graphique sur les faillites d'entreprises en France depuis 1991. Alors, si vous regardez les faillites d'entreprises, alors 92, vous vous souvenez pas, moi je m'en souviens. Je faisais des petits boulots à l'époque, je voyais des choses que j'avais jamais vues. En 92, je voyais des locaux qui étaient pleins comme des œufs un jour, et 15 jours plus tard, ils étaient vides. On avait taillé dans les effectifs. En 92, il y a eu une grande crise, 92-93, qui correspond à la première guerre du Golfe. Et vous voyez qu'à cette époque, il y avait eu en France environ 65 000 fermetures d'entreprises, liquidations, défaillances d'entreprises dans l'année. C'est une situation qui s'est reproduite ensuite en 2008. Et puis, tout au long du quinquennat de François Hollande, on a connu un nombre très élevé de défaillances d'entreprises. On était entre 60 et 65 000. Maintenant, nous avons franchi le cap des 65 000. Et alors, je vous passe les détails des techniques de calcul, mais la situation est inquiétante parce qu'elle perdure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons
une situation de défaillance historique d'entreprise en France. Donc ça corrobore le signal d'alerte lancé par le Financial Times qui dit en France, il y a un problème, c'est que des entreprises ont été rachetées massivement par des fonds à des prix élevés, elles n'arrivent plus à rembourser leur endettement, parce que le leverage buyout, le LBO, fonctionne par technique d'endettement, sans dette pour acheter l'entreprise, et l'entreprise rembourse la dette petit à petit au fur et à mesure qu'elle produit du chiffre d'affaires. Comme ce système de surendettement n'est plus tenable compte tenu des problèmes de croissance économique trop faible, eh bien, nous avons aujourd'hui des défaillances d'entreprises qui sont importantes. Alors, les plus de 65 000 défaillances d'entreprises par an en France ne sont pas entièrement dues à des LBO, à des investissements capitalistiques. Ils sont dus à des tas de choses. Je vais vous dire pourquoi il y a ces 65 000 défaillances. C'est que vous voyez que avec le Covid, Macron a fait du quoi qu'il en coûte et il a lancé des prêts garantis aux entreprises, des PGE, pour leur éviter de faire faillite pendant le Covid. Donc, à l'époque, je me souviens que le Courrier avait écrit « On va zombifier les entreprises », c'est-à-dire que l'État va prêter de l'argent à des entreprises qui devraient mourir et il va les maintenir en vie inutilement 2 ou 3 ans. Et vous voyez, c'est le problème des interventions de l'État. Plein de gens disent « ça nous protège ». Oui, ça nous protège tant que ça dure. Le jour où on retire le tapis, le système s'écroule. Et c'est ce qui s'est passé avec la fin du quoi qu'il en coûte et les nécessaires remboursements de prêts garantis par l'État. C'est que eh bien, les entreprises qui auraient dû mourir assez normalement dans le cycle naturel des entreprises ont été maintenues artificiellement en vie. Et une fois qu'on a retiré le tapis, c'est-à-dire qu'on a dit aux entreprises, il n'y a plus de quoi qu'il en coûte et maintenant vous devez rembourser les prêts garantis, eh bien, les chiffres de défaillance ont explosé. Et je me souviens là aussi de situations très agaçantes, c'est-à-dire que c'était une erreur de faire des prêts garantis aux entreprises. En tout cas, dans la façon dont ça a été fait, puisque ça s'est fait pratiquement avec guichet ouvert. Et tous les gens, l'essentiel des gens honnêtes, a remboursé ces prêts garantis. Moi, en tant que chef d'entreprise, n'y ai pas eu droit parce que je ne remplissais pas les conditions de perte de chiffre d'affaires et je m'en félicite. Mais on sait que beaucoup d'entreprises n'auraient pas dû avoir ces prêts garantis parce qu'elles n'étaient pas viables. Elles les ont eus et lorsqu'il s'est agi de rendre l'argent, eh bien, l'argent était parti ailleurs et il y a des gens qui ne pouvaient pas rembourser, en partie parce qu'ils n'auraient jamais dû avoir ces prêts et que ces prêts n'ont certainement pas servi à faire vivre l'entreprise, ils ont servi à faire vivre des chefs d'entreprise qui se sont enrichis parfois de façon inespérée grâce à ce système. Et je me souviens, là aussi, je fais cette confidence amère, c'est que c'est la première fois où, de façon aussi caractérisée, j'ai reçu un coup de téléphone d'un gars qui ne pouvait pas rembourser son prêt garanti par l'État parce qu'il avait bouffé la grenouille. Il m'avait expliqué pourquoi il n'arrivait pas à rembourser. Il était dans le secteur de l'aide à domicile et c'était évident qu'il avait mangé la grenouille, comme on dit. Prêt garanti par l'État, il était servi à titre personnel. Et il disait, mais j'ai pas les moyens de rembourser, donc je vais devoir fermer mon entreprise. Et il m'avait dit, je ferai toujours, Eric, aidez-moi, est-ce qu'on peut lancer un mouvement de défense des entreprises Alors, en discutant avec lui, je voyais bien que c'était un escroc. Et donc, il m'était envoyé par un présentateur assez connu d'une chaîne que je pense être une chaîne infiltrée, qui vit de ce genre de magouille. Et je voudrais toujours que le gars donc, a commencé à m'expliquer pourquoi il était nécessaire qu'on passe l'éponge et qu'on ne lui demande pas à titre personnel de rembourser le prêt garanti par l'État qu'il avait utilisé pour je ne sais pas quoi, s'acheter une voiture. J'avais dit, bah non, moi, j'ai pas eu de prêt garanti par l'État, pourquoi je serais solidaire de gens qui ont fait n'importe quoi je me souviens toujours qu'il m'a dit, ah oui, on voit bien que vous êtes franc-maçon, vous êtes un salaud, vous êtes un traître, vous êtes un macroniste. Non, je suis honnête. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des univers dans la prétendue dissidence ou résistance, des univers qui avaient une technique simple, c'est que si vous ne couvriez pas n'importe quelle magouille des copains, vous étiez taxé d'être un macroniste franc-maçon. Voilà. Alors moi, je suis juste libertarien, je pense qu'il faut être responsable de ses actes,
Si on a détourné de l'argent public à l'occasion du Covid, il faut assumer et ne pas demander à la collectivité de rembourser ses propres turpitudes. Donc ça existait. Et donc il faut le redire, l'intervention de l'État dans l'économie, c'est que plein de gens disent l'État c'est bien, ça nous protège, etc. L'État, ça protège surtout les voyous. Et ça a permis à des entreprises qui auraient dû disparaître en 2020, normalement, de survivre 2 ans de plus, avec l'argent, avec les 600 milliards de dettes que Macron a contracté à ce moment-là. Et au bout de 2 ans, quand on leur a dit qu'il faut rembourser, eh bien, il y en a des qui ont remboursé remis sur l'ongle, notamment parce qu'ils n'avaient pas besoin de cet argent et qu'ils l'ont gardé précieusement à la banque pour faire des petits, et ils ont gardé les intérêts pour eux, ils ont eu raison. Puis il y en a d'autres qui ont utilisé l'argent pour faire des tas de conneries, et qui, une fois que l'argent s'est arrêté, on dit, on fait faillite. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est pour ça que vous voyez un grand creux. Je vais essayer de le montrer, là, je ne sais pas si vous le voyez, on voit un grand creux au moment du Covid dans les défaillances d'entreprise. Donc, il est assez normal qu'il y ait un rattrapage ensuite des défaillances par rapport au sentier historique. Et on leur dit, cette explosion des défaillances, elle est d'abord due à l'intervention de l'État et aux mesures de confinement qui étaient des mesures absurdes. Bref, tout ça pour dire que nous vivons une situation difficile où il y a une explosion du nombre de défaillances et que c'est quelque chose qui pose question. Alors, ce qui pose question, selon moi, en réalité, c'est même pas ça. C'est, je vais vous mettre cet écran. C'est cet écran-là. Voilà, hop, je me le mets à côté. Je vais le remettre en grand. C'est l'histoire des défaillances par secteur d'activité entre ce qui se passe en mars 2025 et la moyenne de ce qui s'est passé dans les années 2010. C'est cette perspective à long terme qui est, de mon point de vue, importante à comprendre. Alors, je vais vous mettre cet écran en grand et je vais vous montrer ce qui se passe. Donc, vous voyez, c'est la comparaison mars 2015 que vous voyez mieux comme ça. Hop, voilà, c'est peut-être mieux comme ça, oui, vous ne voyez pas les chiffres. Je vous le mets en grand. Ce qu'il faut voir, c'est que les défaillances d'entreprise en soi, c'est un chiffre qui ne veut rien dire. Et il faut aller secteur par secteur pour comprendre ce qui se passe. Et ce que vous voyez dans la colonne à droite, tout à droite, celle sous le logo Courrier des stratèges, ce que vous voyez dans la colonne tout à droite, c'est la réalité par secteur des défaillances d'entreprise et de l'évolution des défaillances d'entreprise entre ce qui se passe aujourd'hui et la décennie précédente. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement frappés par les défaillances. C'est par exemple le cas du transport, de l'entreposage, c'est-à-dire le transport par camion, le transport par bateau, qui est frappé par une augmentation des défaillances d'entreprise de près de 60%. Ça, c'est le produit des normes environnementales, notamment des taxes sur le carburant. C'est le produit de la réduction du commerce international et c'est la concurrence internationale qui joue, c'est-à-dire que les transporteurs français subissent tellement de charges par rapport à leurs concurrents roumains, polonais, espagnols. Si vous prenez l'autoroute, vous voyez régulièrement des camions qui viennent d'Europe de l'Est qui transportent des marchandises chez nous. Eh bien, ils sont moins chers que les entrepreneurs de transport en France parce que les entrepreneurs de transport en France sont accablés de taxes. Donc, les défaillances d'entreprises dans ce secteur ont augmenté de 58%. On notera que c'est 20% dans l'hébergement et la restauration, 40% dans le secteur de la communication et de l'information, 45% dans le secteur de la banque et de l'assurance. Alors, la banque au sens large, il y a notamment les sociétés de crédit, mais je pense aux courtiers en assurance, aux courtiers divers et variés. Il y a une explosion des défaillances dans ces secteurs. L'immobilier aussi a beaucoup souffert, 28% d'augmentation des défaillances en 2025 par rapport à la décennie précédente. Mais c'est aussi le cas du conseil en entreprise où il y a une augmentation de 26%. Paradoxalement, comme vous le voyez, les faillites dans le domaine industriel ont baissé. Dans la construction, les chiffres sont stables. Dans l'automobile aussi. Donc vous voyez que c'est plutôt ce qu'on appelle le secteur tertiaire qui souffre,
D'une manière générale, il y a 12% de défaillances d'entreprises de plus en 2025 par rapport à la moyenne annuelle de ce qui s'est passé entre 2010 et 2020. Et comme vous le voyez, il y a des secteurs qui sont sous cette ligne, cette moyenne de 12%. C'est notamment l'agriculture, plus les secteurs que j'ai évoqués. Les secteurs qui sont les plus frappés sont incontestablement les secteurs des services. De mon point de vue, ça s'explique en partie par l'arrivée de l'intelligence artificielle, où on le voit dans les services d'information, de communication, l'arrivée de l'intelligence artificielle et d'Internet. Tous ces secteurs sont lourdement frappés, hein, et donc ça pose un vrai problème. On voit qu'on rentre dans le dur de la révolution technologique, que progressivement, tous ceux qui jusque-là parvenaient à survivre au mouvement, eh bien, sont en train d'être frappés. Il y a une grande décennie de fermeture d'usines, et maintenant nous sommes dans une grande décennie de fermeture de bureaux, d'ateliers de conception, si j'ose dire. C'est plus l'atelier industriel qui ferme, c'est l'atelier d'architecture d'une certaine façon. Voilà. Ça, c'est déjà un signe important. Ça signifie que notre économie est en train d'être attaquée sur des secteurs qui jusque-là étaient plutôt épargnés. J'ai un deuxième tableau à vous montrer qui, pour le coup, est très important. Et c'est celui qu'il faut retenir sans doute, c'est les défaillances d'entreprise par taille d'entreprise. Et là, si vous voyez la différence, là encore, dans la colonne comparaison de mars 2025 avec la décennie 2010, eh bien vous voyez qu'il y a 12% de faillites de PME en plus, la moyenne. Vous vous souvenez qu'on a une moyenne de 12% de défaillances d'entreprises en plus par rapport à ce qui se passait il y a 15 ans. Eh bien, les PME et les micro-entreprises sont au fond épargnées par le phénomène. Le phénomène frappe les très petites entreprises, c'est-à-dire moins de 10 salariés. Le phénomène frappe les petites entreprises, donc les micro-entreprises, elles survivent plutôt. Les entreprises de plus de 20 survivent plutôt encore que. Les moyennes entreprises sont frappées à 50%. Ce qui est inquiétant, c'est là-dessus que je voulais insister, c'est qu'il y a un doublement du nombre de faillites des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises. Et ça, c'est un phénomène qui est extrêmement inquiétant. Pourquoi c'est un phénomène inquiétant? C'est que jusqu'ici, on considérait que les grandes entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire, on considérait que les entreprises de taille intermédiaire étaient en moyenne en phase de développement et que les grandes entreprises étaient à l'abri des faillites, des défaillances. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ça n'est plus vrai et que, si vous le voyez, je remets mes lunettes parce que c'est écrit trop petit pour moi, vous voyez qu'on est aujourd'hui dans des proportions de plus de 65 défaillances de grandes entreprises ou d'entreprises intermédiaires, de taille intermédiaire par an. On en était à 33 en moyenne dans les années 2010. Ça signifie que j'allais dire, les grosses divisions, les bataillons lourds du capitalisme français sont en train d'être sévèrement attaqués et d'être mis en difficulté. Et ça rejoint l'article excusez-moi, il y a un coup de téléphone en même temps. Ça rejoint l'article du Financial Times qui lui-même corrobore cette information, à savoir que les entreprises qui ont été rachetées par des fonds, je le redis, sont essentiellement des ETI, des grandes entreprises, très souvent des ETI. Eh bien, ces entreprises sont aujourd'hui mises en difficulté du fait notamment de leur surendettement et du fait de l'atonie de la croissance économique. Donc ça pose un problème majeur. Ça signifie que nous vivons une phase pivot et que les certitudes sur lesquelles on vivait à l'époque, à une certaine époque, cette confiance qu'on pouvait avoir dans nos grandes entreprises, eh bien cette confiance, elle n'est plus de mise et il faut faire très attention à ce qui risque de se passer parce que nous pouvons avoir des moments difficiles, inattendus et des plans sociaux qui vont arriver qui risquent d'être extrêmement douloureux. Là-dessus, je ne veux pas terminer cet exposé
sans montrer ce tableau. Alors, il n'est pas facilement lisible, mais je n'ai pas trouvé mieux, j'en suis désolé. C'est l'évolution du PIB par habitant en Europe. Alors, par pays, alors celui qui est le plus en haut, le pays qui, depuis 2013, a le PIB réel, donc PIB en parité de pouvoir d'achat. Le pays qui s'en est le mieux sorti en Europe depuis 2013, c'est l'Irlande, grâce à l'optimisation fiscale, grâce à une concurrence fiscale déloyale, puisque l'Irlande a pratiquement renoncé à l'impôt sur les sociétés pour pouvoir attirer à elle des géants comme Apple. Et donc, l'Irlande a fait le passager clandestin en Europe pour s'enrichir sur le dos des autres. Mais vous voyez qu'ensuite, le pays qui vient, c'est l'Allemagne. Progressivement, le PIB par habitant de l'Allemagne est en train de passer sous celui de la Belgique, ce qui est absolument en parité de pouvoir d'achat, ce qui est absolument ahurissant. Et vous voyez qu'il y a ensuite un cran en dessous où la France, l'Italie se disputent le morceau et petit à petit sont en train de se confondre. Et ça, c'est quand même un sujet. C'est-à-dire que si l'Espagne s'en est à peu près bien sortie, aujourd'hui, on voit que la France et l'Italie sont progressivement en train de couler. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que progressivement, la France est en train de décrocher, vous le savez, la France décroche progressivement de... Hop, je reviens à l'écran. La France décroche progressivement de son standard de vie. Et qu'on peut se dire que pour l'instant, elle a mangé son pain blanc et qu'elle va bientôt attaquer son pain noir. Parce que comme vous l'avez vu, hop, je vais me décentrer un peu, comme vous l'avez vu, en fait, les nuages arrivent maintenant. C'est-à-dire que les grands fondements de notre capitalisme français, où il y avait peu de petites et moyennes entreprises, il n'y a pas de Mittelstand en France. En France, lorsqu'une moyenne entreprise grossit, elle est généralement rachetée par une grande entreprise. Et le problème, c'est que les grandes entreprises en France sont entrées dans une phase où elles vont souffrir et où il va y avoir des défaillances, c'est-à-dire des faillites et des suppressions d'emplois massifs. Et que progressivement, cette espèce de tapis que nous avions construit avec des entreprises qu'on croyait immortelles ou en tout cas extrêmement solides, ces entreprises ont fauté dans les années 2010, c'est-à-dire que des fonds américains sont arrivés pour les racheter à force d'endettement et qu'aujourd'hui, ces entreprises ne peuvent pas payer leurs dettes et elles vont être bradées et dépecées. Et ça, faites attention parce que ça va être un moment douloureux et ce moment va concerner tous les secteurs. Le Financial Times cite notamment une entreprise pharmaceutique qui n'est pas très connue en France, je crois que c'est le groupe Sebra. On n'en parle pas beaucoup, mais visiblement, il va y avoir des moments difficiles dans ces secteurs. Je fais une vidéo désabusée parce que c'est un sujet extrêmement sérieux, la dissémination de notre économie, façon puzzle, comme on dit dans les tontons flingueurs. C'est un sujet extrêmement sérieux et on a un problème là-dessus, c'est que les Français ne prennent pas la mesure des choses. Je sais par avance que plein de gens vont me dire c'est la faute à Macron, c'est la preuve que Macron ceci, que Macron cela, que Macron désindustrialise. Je ne peux que rappeler la vidéo que j'ai faite, que je vais remettre en accompagnement de cette vidéo dans l'article du Courrier des Stratèges, la vidéo que j'ai faite avec Éric Legendre récemment, qui connaît très bien l'automobile et qui rappelait que l'industrialisation, elle ne s'est pas ralentie réellement avec Macron, mais elle a commencé bien avant Macron. Cela fait 40 ans que la France se désindustrialise parce qu'il y a trop d'impôts, trop de prélèvements obligatoires, trop de normes environnementales, trop de normes sociales. Donc une entreprise, si elle a le choix entre produire en Roumanie et produire en France, elle produit en Roumanie. Je sais que plein de gens ont le réflexe de dire on n'a qu'à faire des taxes protectionnistes. Il faut le rappeler, aujourd'hui, si beaucoup de Français ont accès, peuvent s'acheter des voitures étrangères, c'est très largement parce qu'il n'y a pas de taxes protectionnistes. Les taxes protectionnistes, elles augmentent les prix. Et je sais que plein de gens refusent cette réalité-là. Quand on a dit au moment où Trump a commencé à parler de tarifs,
J'ai bien vu que les gens m'ont fait des théories foireuses, fumeuses, glanées sur des sites de propagande pro-trumpistes qui ne s'affichent d'ailleurs pas comme tels, qui font croire qu'ils sont souverainistes. Et je sais que plein de gens racontent des carabistouilles en disant mais non, c'est pas vrai parce que les entreprises peuvent rogner leurs marges. Alors, effectivement, on peut expliquer qu'en France, ce qu'il faut, c'est que les entreprises ne gagnent plus d'argent et qu'elles doivent augmenter les salaires. Donc, en bout de course, ce qu'il faut, c'est un système absurde où on dit on va augmenter les salaires, euh, on va augmenter les prix, et on va diminuer les profits. Et petit à petit, on va mettre des entreprises qui sont surendettées sur la paille pour pouvoir augmenter les salaires et baisser et éviter mettre des taxes protectionnistes sans augmentation de prix. Et ça m'effraie. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun problème à dire que Macron et sa clique ont une responsabilité écrasante dans les choix de désindustrialisation français. Moi, quand j'ai travaillé au MEDEF, j'ai entendu, je même probablement fait partie des gens qui disaient, au fond, on n'a plus besoin d'usines en France, les grandes entreprises financières, ça suffit à faire vivre le pays. Et donc, en France, cela fait des décennies que on organise la désindustrialisation et que les industriels eux-mêmes organisent la désindustrialisation. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur ce sujet pour vous expliquer de l'intérieur comment les choix ont été faits. Donc moi, j'ai pas de problème pour dire que, au fond, c'est la caste qui a organisé la désindustrialisation parce que en France, on a considéré qu'il était plus simple de produire en Roumanie, en Turquie, en Pologne qu'en France. J'ai pas de problème là-dessus. Ce qui me gêne, c'est que, alors qu'on sait que nous allons entrer dans un mouvement, dans un tabac, comme on dit, dans la marine, on sait qu'on va se prendre un mouvement très violent, pour des raisons que j'ai décrites, le surendettement des entreprises, parce qu'elles ont fauté avec la finance internationale et qu'elles ont cherché du profit à court terme, avec des managers qui imaginaient devenir multimillionnaires en 5 ou 6 ans. Et donc ces gens-là ont été complices d'un système de surendettement d'entreprises qui n'est plus tenable. Donc ces gens-là portent la responsabilité de ce qui se passe. Je n'ai pas de problème. Ce qui me gêne, c'est que plein de Français disent, voilà, on voit ce qui va se passer, et ils disent, ah, voyez les défaillances colossales, c'est Macron, ce salaud, etc. Mais nous, il nous faut la retraite à 60 ans. Et puis nous, il faut des 35 heures, et il nous faut des droits nouveaux, et il nous faut des augmentations de salaire. On dit, comment on finance tout ça? Ben, on n'a qu'à prendre l'argent là où il est, dans les entreprises. Et ce qui me met mal à l'aise, c'est qu'aujourd'hui, je vois bien notamment plein d'influenceurs qui sont profondément gauchistes et qui se laissent aller à la facilité de manipuler les gens pour faire de l'audience. Plein d'influenceurs vous expliquent, mais c'est vrai aussi chez les patriotes, c'est vrai chez Asselineau, personne ne vous dit ça ne va pas être possible de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à faire payer les riches, il n'y a qu'à faire payer les entreprises. C'est du pipeau, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, moi qu'on dit il y a des gens qui se sont démesurément enrichis, par exemple, grâce aux prêts garantis par l'État, il faut les taxer, ça ne me gêne pas, je trouve ça légitime. Quand je vois des gens qui font des fortunes importantes, qui ont fait des fortunes importantes grâce à CLBO, ils ont pris un risque. Est-ce qu'il est légitime de les taxer? Ces gens-là ont passé des semaines de 120 heures au boulot pendant 4 ans, 5 ans pour s'enrichir. Est-ce qu'il faut les taxer massivement? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, cette ère-là, elle est assez largement finie. Et qu'on ne pourra pas éternellement expliquer que le pays s'effondre, que les entreprises vont vivre des moments difficiles, et que, en revanche, on ne fera aucun effort pour les sauver. On a droit à un salaire et 35 heures, on ne fait pas plus. Donc, il n'y a qu'à prendre l'argent chez les autres. C'est une sous-évaluation de la réalité. Et je sais bien que les influenceurs, aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs gauchisants, même s'ils ne l'affirment pas, je pense à certains qui cachent qu'ils ont été
candidats chez Mélenchon en 2012 et qui vont sur Sud Radio, voilà, et qui la jouent, je suis neutre. C'est quand même des gauchistes. Je vois bien que ces gens-là font tout pour cacher la réalité. Et en ce sens, ils ne sont pas plus honorables que Macron. Aujourd'hui, on ne dit pas clairement aux Français que l'atterrissage va être brutal. Et je reproche à ces influenceurs de maintenir le mythe de il y a de l'argent caché, il faut aller le prendre là où il est caché, mais vous n'avez aucun effort à faire parce que vous êtes des gens magnifiques. Il faut entendre que, donc moi je constate qu'il y a eu, au moment du Covid, une forme d'ouverture d'esprit, de prise de conscience qu'il pouvait y avoir des propagandes, des propagandistes. Ça a été une prise de conscience insuffisante, mais elle existait. Ce que je vois aujourd'hui avec tristesse, c'est que cette porte s'est refermée et qu'aujourd'hui, on est à nouveau sur des positions qui sont extrêmement émotionnelles et que dès qu'on dit non mais attendez, avec ce qui arrive là, vous avez bien compris qu'il va falloir on va pas pouvoir raconter des cracks tout le temps. Ah, donc vous êtes macroniste. Ah, vous êtes mondialiste. Ah, vous êtes un traître. Ah, vous êtes un libéral. Ah, non, on est dire que le moment va être difficile et que tout le monde va devoir se battre pour relever le pays, que le sujet, c'est pas Macron contre Macron, on n'est pas des spectateurs d'un match de foot, on n'est pas des supporters d'une équipe contre une autre, on n'est pas pour les mondialistes contre les mondialistes, on est pour la France. Et pour relever la France, il va falloir sortir du confort avachi, c'est de l'avachissement, du confort avachi de moi je supporte l'équipe des souverainistes contre l'équipe des mondialistes. Il n'y a qu'une équipe, c'est la France qui joue. Et que avec ce qui arrive, il va falloir réviser un certain nombre de choses très douloureusement. Plus on retarde le moment où la révision se fera, plus la révision finale sera douloureuse parce que imposée. Et dans cet ensemble, les amis, voilà. J'ai qu'un mot à faire passer, c'est que je regarde avec consternation la cécité des Français face à leur propre destin. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Et je pense que tant qu'on sera dans l'imprécation, ah, tu penses pas comme moi, donc tu es un libéral, un mondialiste, un machin, un truc, un capitaliste. On va s'empêcher nous-mêmes de nous relever et nous allons continuer ce déclin inexorable qui est en train de s'accélérer. Voilà, je voulais faire un petit mot pessimiste, mais parce que ça me désole. Je suis arrivé en France en 86 en me disant c'est un grand pays que j'aime et j'ai envie d'y vivre. Et aujourd'hui, je vois plein de gens qui sont ancrés sur des certitudes complètement hors sol. Et je vois au fond une espèce humaine qui refuse de s'adapter à la réalité. Et on sait que les gens qui refusent de s'adapter, ils meurent en ayant convaincu, en étant convaincus d'avoir raison, mais ils meurent, ils disparaissent. Et je préférerais que ce pays s'adapte, survive et se redresse. Bon, voilà. Je reviendrai dans le courrier sur un certain nombre de sujets français, mais vous avez entendu que je suis un peu sceptique. Eh bien, mes amis, c'était une émission sur le grand effondrement français. À très bientôt.